Entre océan Atlantique et marées exceptionnelles, la Charente-Maritime attire chaque année des milliers de touristes. Une histoire de navigateur que vous découvrirez dans un des plus beaux ports de France, La Rochelle. Il y a une partie de cette rue, certains galets, étaient utilisés en fait pour lester les bateaux. Je trouve que ça fait un joli clin d'œil à cet appel du large. À quelques kilomètres de La Rochelle, nous partirons à la découverte de l'incroyable île de Ré et des secrets de la fabrication du sel. Ah, ça sent bon. Ça sent la violette. On dit que ça sent la violette. Pays Rochelais, pays d'Aunis, Marais Poitevin sont des merveilles naturelles uniques au monde avec des anecdotes surprenantes. Nous transportions vraiment les animaux en bateau. Un périple qui nous amènera également à Cognac où les dégustations promettent d'être inoubliables. C'est une expérience que je renouvellerai peut-être pas dans ma vie, ça. C'est ici que vous embarquerez sur l'un des bateaux les plus célèbres avec des marins authentiques. Eh ben, c'est le bateau de Bernard Moitessier, le premier, le numéro 1. Un voyage qui nous emmènera dans des lieux typiques. Entre terre et mer, notre périple promet d'être riche en découvertes. Et nous commençons la visite par le site incontournable de Charente-Maritime, La Rochelle. Cette cité portuaire triomphe au bord de l'océan depuis des millénaires. Et c'est Élodie, guide à l'office de tourisme, qui nous accompagne. Ce matin, elle a rendez-vous avec Jean-Luc, passionné d'histoire. Il connaît La Rochelle sur le bout des doigts. Bonjour, Bonjour Élodie. ça fait plaisir. Comment va ce matin? Bien et vous, Très bien. avec ce beau soleil? Oui, c'est magnifique. Bon alors on commence par quoi ce matin? Alors quand on arrive à La Rochelle, en général, on commence par les tours. Ces tours ont été construites au XIVe siècle pour assurer la défense de La Rochelle. Jean-Luc décide de s'attarder sur la tour Saint-Nicolas, la plus célèbre, mais aussi la plus intrigante. Cette tour Saint-Nicolas est très étrange. Elle penche un petit peu. Elle penche un petit peu parce que nous sommes sur des marécages et qu'elle est construite sur des pilotis. On continue? De l'autre côté? On continue. Voilà donc l'explication. L'autre côté nous emmène à l'intérieur du port de La Rochelle, au pied des tours. Nous sommes au pied de la tour Saint-Nicolas, qui s'appelle comme ça parce que Saint-Nicolas était le patron des navigants. Donc dans un port, ça va de soi. L'autre petite ronde en face de nous, c'est la tour de la Chaîne, parce que vous voyez sur le flanc de la muraille, il y a une meurtrière par laquelle passait une chaîne. Et ça a assuré la sécurité, c'était pour éviter que des malfaisants ne rentrent nuitamment pour piller et incendier nos navires qui étaient là. Et puis vous avez la troisième tour, un petit peu derrière, avec sa flèche, qui est la tour de la Lanterne. Alors elle est importante aussi. Lanterne parce que lanternon, c'est-à-dire un phare. Dès le départ, encore une fois dans les années 1400, on a entretenu une lueur, on faisait un feu de bois une fois la nuit établie pour que les navigateurs qui arrivaient au large de notre baie voient bien la position de l'entrée de la rade qui les conduirait au port de La Rochelle. La rade, c'est ce bassin naturel qui se situe à l'entrée du port. Les habitants de la ville l'ont utilisé pour produire la première richesse de La Rochelle, le sel. Et vous avez, à partir de l'an 1000, des salines, production de sel. Et ça va être la raison d'être de La Rochelle au départ, production de sel, et puis sur les parties hautes à l'extérieur de la ville, production de vin. Et donc le sel et le vin vont être nos produits de commerce, commerce maritime, parce que La Rochelle n'a pas de fleuve. Nous ne sommes pas sur l'embouchure d'un fleuve, donc on ne remonte pas à l'intérieur du pays, à l'intérieur du royaume à l'époque. Et donc nos routes de commerce, c'est la mer et c'est le nord, puisque sel et vin, ce sont des produits de soleil. C'est les Flamands, c'est les Anglais, c'est les Scandinaves qui attendent ces produits-là. La Rochelle a su tirer parti de cet accès sur l'océan Atlantique. Au XIIIe siècle, c'est là que le commerce français est le plus florissant. Les marchands venus de toute l'Europe se retrouvent ici pour acheter le sel et le vin. Après avoir écouté Jean-Luc, Élodie souhaite à son tour découvrir un lieu qui lui tient à cœur. On arrive dans ma rue préférée, c'est la rue de l'Escale. En fait, donc, il y a une partie de cette rue, certains galets, qui étaient
utilisé en fait pour lester les bateaux. Et donc je trouve que ça fait un joli clin d'œil à cet appel du large que tous les Rochelais finalement ont quand on habite dans cette ville. C'est ici qu'Élodie remercie Jean-Luc, mais la visite de La Rochelle n'est pas encore terminée. Au revoir Élodie, et ravi À bientôt. d'avoir fait cette balade sur la trace des Rochelais. À bientôt. À bientôt. Originaire de Lozère, Élodie est arrivée à La Rochelle pour faire ses études et n'en est jamais repartie. Rochelaise convertie, elle nous emmène à présent à l'hôtel de ville où la visite va malheureusement être écourtée, car le bâtiment a subi un incendie détériorant la partie Renaissance de l'hôtel de ville. L'origine serait due à un boîtier électrique qui aurait pris feu dans les combles, sous les toitures près de la salle des archives. Le 28 juin 2013, des fumées noires alimentées par du vent recouvrent l'hôtel de ville pendant plusieurs minutes. L'intervention des sapeurs-pompiers est très rapide. Le personnel est évacué, il n'y a aucun blessé. Mais des salles mythiques sont touchées, comme le bureau du célèbre maire de La Rochelle, Jean Guiton, celui qui a résisté au roi Louis XIII en 1628. À cette époque, La Rochelle est protestante, soutenue par la couronne d'Angleterre. Le roi, qui veut récupérer la ville, envoie Richelieu en personne. Pendant le siège, 20 000 Rochelais perdront la vie. La salle des fêtes et ses superbes tapisseries de buissons sont également endommagées. Heureusement, le mobilier et les œuvres d'art ont pu être sauvés pour être restaurés. L'essentiel a été sorti. Tous les objets d'art, tout ce qui était classé, tout ce qui méritait d'être vraiment préservé a été sorti justement grâce à l'aide des sapeurs-pompiers. Moi, je veux leur rendre un grand hommage parce qu'ils ont su à la fois combattre le feu, interdire l'accès quand c'était trop dangereux, permettre des incursions quand on pouvait y aller. Et grâce à ça, on a pu sauver des pièces qui datent du XVIIe, du XVIIIe siècle. On a sauvé le masque mortuaire d'Henri IV, on a sauvé le fauteuil de Jean Guiton, la fameuse table où il y a le coup de poignard dans le marbre, les sceaux de La Rochelle, les premiers sceaux de La Rochelle. L'hôtel de ville est entièrement sécurisé, mais il est à ce jour impossible de visiter l'intérieur. Bonjour Géraldine. Géraldine, chargée de mission aux affaires culturelles, souhaite tout de même faire visiter à Élodie l'extérieur du bâtiment qui date du XVe siècle. Car l'hôtel de ville de La Rochelle est un parfait exemple de l'art gothique, avec sa façade épaisse et ses détails très travaillés. Direction la cour intérieure pour aborder l'histoire de l'édifice. Et donc là, nous sommes dans la cour de l'hôtel de ville. Il me semble avoir lu que c'était un des plus vieux hôtels de ville, enfin en tout cas un des premiers hôtels de ville en France. Oui, le premier maire de La Rochelle est élu en 1199 avec la charte d'Aliénor d'Aquitaine, ce qui fait que dès le XIIIe siècle, on aura à cet endroit ce qu'on appelait un hôtel communal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le considère comme le plus vieil hôtel de ville conservé en France. La reconstruction de l'hôtel de ville prendra plusieurs années. La visite s'achève donc ici. Nous quittons La Rochelle quelques instants pour s'aventurer sur l'île de Ré. L'île de Ré, un détour incontournable pour apprécier les richesses culinaires de la région. Daniel est chef cuisinier et originaire de l'île. Et c'est avec plaisir qu'il a accepté de nous guider. Première étape, à l'extrémité ouest de l'île, où Hervé nous attend. Salut Hervé! Salut Daniel. Comment vas-tu? Bien, j'arrive, attends. J'arrive. Nous sommes au milieu des marais salants de l'île. Hervé est en plein boulot et Daniel en profite pour lui poser quelques questions. Comment s'appelle cet outil, dis-moi Hervé là? Eh ben, c'est la lousse à ponter. Alors, c'est pas un outil typiquement rétais, c'est un outil qui a été importé de Guérande. Comme ça permet de consolider et de nettoyer. La lousse à ponter, c'est donc l'outil traditionnel qui permet de retirer la vase. Cette matière noire se crée naturellement avec l'entrée de l'eau de mer au fond du bassin. Hervé enlève la vase car le fond des marais doit être impeccable. À ce stade, le sel n'est pas encore cristallisé. Il va progressivement se créer grâce à l'évaporation de l'eau de mer présente dans les bassins. Hervé en produit entre 30 et 60 tonnes par an qui seront acheminées vers la coopérative de sel de l'île. Tu veux essayer? Ah bah pourquoi pas. Allez. Eh, un rété qui va pas essayer, ça serait dommage quand même. Ah regarde. Perché sur le bord du bassin, dans une tenue pas tout à fait adéquate, Daniel se prête à un jeu Tu d'équilibriste. charges la pièce et tu lisses avec le dos de l'outil. Ah, je suis pas un spécialiste, mais C'est pas mal, je vais c'est pas en faire mal. une autre pour voir. Mais la leçon ne dure pas longtemps car Daniel est d'abord venu prendre du bon temps.
Se balader dans les marais typiques de l'île, c'est un vrai plaisir. L'extraordinaire, c'est que ça sent bon ici. Regarde Ça sent- toutes les fleurs. Ça sent la nature, ça sent le petit air salin, mais avec un petit air floral en même temps. Oui, Et j'apprécie beaucoup ces choses-là. Depuis des décennies, quand j'étais tout petit, aller dans les marais, c'était un privilège. Moi, j'ai la chance de l'apprécier tous les jours. Hervé est un amoureux de la nature, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a voulu devenir saunier il y a 10 ans. Après avoir été vendeur de textiles dans toute la France, ce Vendéen d'origine voulait aussi se rapprocher de la mer. Je te montre La récolte. la récolte. Ah, voilà, ça m'intéresse. Donc, la fleur de sel. Ah, ça, c'est trop bon. Tu permets que... Parce Allez. que moi, tu sais, le cuisinier par excellence, c'est le nez. Hein. Ah, ça sent bon. Ça sent la violette. On dit que ça sent la violette. Ah, quand elle est juste cueillie comme ça, c'est... Ce n'est pas un hasard si l'on surnomme l'île de Ré la Blanche. Le sel, c'est la richesse historique de l'île. Au XXe siècle, on venait de toute l'Europe pour s'en procurer. Il était indispensable à la conservation des aliments. Daniel, lui, en profite pour ne pas repartir les mains vides. Bah, écoute Hervé, je vais faire bon usage pour ce bar en côte de sel. Je te remercie. Et De rien. je te ramène ton baquet. À une prochaine. Et crois-moi, ça va être quelque chose d'extraordinaire. À bientôt. À bientôt. Allez, salut. Salut Daniel. Retour à présent sur le continent pour découvrir un environnement exceptionnel, le marais Poitevin. Originaire de Vendée, Florian est tombé amoureux du site à tel point qu'il le fait visiter depuis 3 ans. Ce matin, il a rendez-vous avec un autochtone, un maraîchin. Car même s'il connaît le lieu, Florian aime connaître l'histoire des hommes qui l'habitent. Alors je suis ravi que vous m'ayez donné rendez-vous ici ce matin parce que l'endroit est vraiment formidable. Où sommes-nous exactement ici? Eh bien, nous sommes dans le département des Deux-Sèvres, dans le Marais Poitevin. Marais Poitevin, une de ces micro-régions françaises qui est particulièrement assez extraordinaire. On peut regarder le décorum est vraiment exceptionnel, une nature vraiment terriblement généreuse et eh bien, nous sommes précisément sur la commune du Vanneau, une toute petite commune du Marais Poitevin. Jean-Claude est écrivain et journaliste et c'est dans un langage soigné qu'il aime s'exprimer. Ce marais, c'est un véritable labyrinthe de 30 000 hectares de canaux immergés, un lieu unique qui a été entièrement façonné par l'homme. Ce paysage-là a été aménagé par l'homme parce que initialement, et notamment vers le XIIe et XIIIe siècle, nous sommes dans le golfe des Pitons. Alors, et là, cette région-là était totalement submergée par des eaux. C'était ce que l'on peut appeler une immense roselière. Il y avait des roseaux absolument partout. Et là, justement, on s'est aperçu que cette région avait quand même une richesse assez considérable. Et les seigneuries d'une part, et ensuite les abbayes ont fait un travail assez considérable pour l'assèchement de ce marais et pour en faire, ou du moins essayer d'en faire, une terre qui soit propice au développement et à l'agriculture. Et oui, l'agriculture, c'était la première activité pratiquée ici. Jean-Claude, lui, adore raconter son histoire du marais. Plus que dans les années 1950, même 1960, eh bien, le marais a vécu et a été exploité uniquement par bateau. Moi, personnellement, je me souviens que dans mon enfance, non pas dans mon enfance, mais dans mon adolescence, eh bien, véritablement, nous transportions vraiment les animaux en bateau. Et cela s'est éteint précisément à cette période-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle la Venise verte. La nature, le calme, Florian y a élu domicile. Et bien qu'il connaisse le lieu, cette balade a été très instructive. Il est ravi de la visite. Je vous remercie pour ces moments précieux dans le Marais. C'était important d'avoir l'avis de quelqu'un qui est né ici. J'en ai appris un petit peu plus sur votre Marais. Oui. Merci Allez. encore. Au revoir. À bientôt. Hein. Salut. Sur l'île de Ré, Daniel doit se frayer un chemin à travers les touristes pour retrouver Régis en bonne compagnie. Comment vas-tu? Je ne pouvais pas faire un petit tour dans l'île de Ré sans passer aux ânes en culotte incontournables. En effet, derrière lui, les célèbres ânes du Poitou sont tranquillement installés à l'ombre, vêtus de leurs superbes culottes à rayures dont Régis connaît d'ailleurs l'origine. Cette fameuse tradition des ânes en culotte, depuis combien de temps elle existe? Et pourquoi? Alors,
Et pourquoi? Ça a commencé en 1860 avec une femme d'Ars qui a habillé son âne pour le protéger des parasites quand elle allait travailler dans les marais salants. C'est-à-dire les insectes, Les insectes, les mouches, moustiques, surtout les mouches du mois d'août qui sont assez virulentes. Et les équidés ont ce qu'on appelle des muscles involontaires. Alors lui, qu'est-ce qu'il va le faire? Quand on le touche ici, oui. Normalement, ça vibre un petit peu. C'est censé... Ah oui. C'est censé faire fuir les insectes. À chaque fois que les insectes attaquent, c'est toujours au niveau des jarbes. Ces ânes de grande taille et robustes étaient utilisés pour les travaux agricoles, mais surtout pour la reproduction. En France, c'est la race la plus ancienne et elle a été exportée dans le monde entier, comme en Argentine ou au Maroc. Aujourd'hui, l'âne du Poitou ravit surtout les touristes. Et c'est resté une tradition. Et c'est devenu un folklore. Et c'est devenu un folklore, oui. Nos beaux ânes en culotte de l'île de Ré. Un folklore auquel Daniel a accepté de se prêter au jeu, puisque Régis le charge d'habiller Chouchou. Donc là, on fait une sorte de nœud de chaussure, tout simple. Donc ça tire pas dessus, il est bien, voilà. Voilà, il est très bien ici. Et là, ce qui est très important, c'est de croiser ici. Voilà. On croise, et on rassemble avec l'arrière, pour pas que ça parte en avant ou en arrière. Et tu fais un nœud pour rassembler les deux. Plus de peur que de mal, Chouchou s'est bien comporté. Et avant de se quitter, voici une petite leçon de détente dont les ânes raffolent. En leur tirant sur la patte, ils s'étirent tout simplement. Un petit peu de stretching. Ah, c'est bien ça. Monsieur se détend. Voilà. Bravo. Ça, c'est des vacances au moins. Nous continuons la balade avec Daniel, car s'il y a un endroit où le chef cuisinier adore se promener, c'est le marché de la Flotte-en-Ré. À ses côtés, on est sûr de dénicher des bons produits. Bonjour Nicolas. Salut. Comment vas-tu? Bah écoute, ça aura plaisir de découvrir le marché de la flotte aujourd'hui, avec ce grand soleil surtout. Le marché de la Flotte-en-Ré, c'est le lieu incontournable, le marché le plus typique de l'île. Nicolas est charcutier et sa spécialité, c'est le saucisson à la fleur de sel de l'île de Ré, bien sûr. Ça, tu sais bien que j'adore, la fleur de sel. Ça, c'est ta partie. Hein. Donc tu vas voir, c'est un côté un peu plus doux parce qu'on remplace tout le sel quand on prépare la viande. Oui. Que de la fleur de sel, c'est super doux. Le dosage est très subtil, très agréable. Ce chef cuisinier, au palais très avisé, aime les produits authentiques. Et sur ce stand, Daniel n'est pas au bout de ses surprises. Et alors, si tu l'agrémentes avec un petit verre de vieux pinot de l'île de Ré, qui est fait par la coopérative au bois. 10h30 et Daniel goûte déjà un petit pinot des Charentes. Dès le matin, c'est super. C'est ce qu'on appelle la tradition en Charente-Maritime, le tuvert. On mange sur le pouce, et on boit. Avec le couteau, c'est top. Une fois ces premières emplettes terminées, Daniel tient à nous présenter l'autre spécialité de l'île, le fromage de chèvre, et c'est Antoine qui le reçoit. Belle texture, hein, je vois. Très rond en bouche, très agréable. Ça, avec quelques fines herbes, je pense que ce serait génial. Le fromage est affiné à la fleur de sel. Notre chef cuisinier en profite même pour nous donner une petite leçon de dégustation. Voilà, alors je trouve que le fromage de chèvre, on ne doit pas l'avaler. On doit le mâcher, le garder en bouche, le mettre à température. Et je pense que c'est là que les arômes ressortent. Très agréable. Le paquet est prêt, Daniel continue son marché. Car sur l'île de Ré, le produit incontournable, c'est le poisson. Fraîchement pêché ce matin, Daniel adore le cuisiner. Alors, le poisson. Ah, on va parler du maigre aujourd'hui, parce que je trouve que c'est un poisson fabuleux. Alors aujourd'hui, vous avez des petites maigrettes qui sont juste en face, là. On voit bien la forme. Notre guide en profite pour partager ses connaissances. Donc le maigre, c'est un poisson local, hein, qui en principe qui se trouve entre, je dirais, l'estuaire de la Gironde jusqu'au Sable d'Olonne, en gros. Hein. Il paraît que c'est quand même un poisson qui est d'une grande finesse par rapport, qui est cousin germain du bar, je dirais. Hein. Allez, Daniel passe commande car il a décidé de nous apprendre à cuisiner du bar en croûte de sel. Nous le retrouverons donc plus tard, car pour l'heure, c'est Patrick, amoureux inconditionnel de la mer, qui nous attend près du vieux port de La Rochelle. Il y retrouve un vrai marin qui a aujourd'hui les pieds sur terre. Et entre ces deux passionnés de la mer, l'ambiance est plutôt relax. Bonjour Patrick. Ça baigne? Ça va. Toujours à l'affût? À l'affûtage? À l'affûtage. Bon. Nickel chrome. Et oui, Sylvain fabrique des couteaux, mais pas n'importe lesquels. Des couteaux de marin, et l'idée lui est venue bien sûr en mer. J'ai eu un bateau de croisière avec lequel j'ai navigué, et en me retrouvant aux Açores, je me suis fait la réflexion que les couteaux marins, c'était fait par des montagnards. Donc je me suis dit, ça ressemble pas vraiment à ce que j'aurais aimé moi comme couteau.
Et c'est venu comme ça. Et voilà comment est né le couteau farol il y a 20 ans. Farol, cela signifie phare en portugais, référence à ces îles portugaises, les Açores, où Sylvain a navigué. Ce couteau, c'est une prouesse technique avec ce système de verrouillage et l'utilisation de rivets de charpente navale sur le manche. En tout cas, Patrick, lui, est conquis. Pour l'avoir beaucoup utilisé, c'est génial. Sylvain utilise près d'une quinzaine de bois différents comme l'ébène venu d'Afrique ou l'olivier de Méditerranée, mais tout est travaillé ici. Et l'affaire fonctionne tellement bien que Sylvain s'est lancé dans les arts de la table. Depuis 2002, on est même passé aux arts de la table, avec des couteaux qui sont sur des belles tables, avec des grands restaurateurs qui me font confiance, à la fois en création et puis sur des lames, effectivement, c'est exceptionnel. C'est des couteaux de table les premiers que j'ai créés, mais c'est vraiment pour moi les plus représentatifs de ce qu'on fait. Et, enfin, je ne sais pas faire beaucoup mieux, quoi. Patrick est ravi, il remercie Sylvain de la visite. Salut, Très bon bien. courage. Bonne journée, Patrick. Le vieux port de La Rochelle, c'est un peu le lieu de résidence des artisans. C'est d'ailleurs ici qu'Élodie nous rejoint pour une petite leçon de shopping. Bonjour. Bonjour. Alors, je venais parce que l'année dernière, on m'avait offert ce petit sac qui venait de chez vous. Et le printemps arrive, je sais qu'il y a une nouvelle collection, donc je venais la voir. Le concept de ce magasin de sacs et d'accessoires utilisait des matériaux de récupération, bâches, plastique. Tout est bon pour la création. C'est quoi exactement comme matière ? Alors ça, on sort un peu de la maison, on va dans le jardin. Et c'est la bâche qu'on met pour recouvrir les piscines, soit pour les chauffer, soit pour les protéger des... Ça a l'avantage d'être très très léger. Et ça flotte en plus. Ah oui, donc idéal pour le sac en mer en fait. Voilà, c'est super original. Et puis les couleurs, j'imagine ça sous un grand rayon de soleil, ça doit être plutôt sympa. Pour créer, Marine trouve son inspiration dans la ville et ses traditions, comme ici en réalisant un sac avec des poches à huîtres et des débris de minéraux. On va avoir là par exemple des coquilles d'huîtres, donc qui se marient très bien avec la matière du panier. Ça fait très local. Très local. Ouais. C'est vrai que je m'inspire toujours du paysage local pour faire les sacs. Et tout est réalisé sur place. Pour en savoir plus, direction l'atelier. Et voilà l'atelier. Ah, donc la fameuse caverne d'Ali Baba, Alors, c'est un peu atelier d'artiste. Exactement, c'est un peu la caverne parce qu'on entasse beaucoup de matière. Là, on est en train de travailler avec la serviette éponge. Donc voilà, on a les patrons pour faire les découpes. Alors, on sélectionne les morceaux, les beaux morceaux, et on les découpe ici. Il est vrai que la petite pièce déborde de matières trouvées à droite, à gauche, dont certaines sont plutôt insolites. J'ai des antivols que j'ai récupérés, des vieux antivols qui ne servent plus. Et voilà, dans une collection, je pensais faire des pieds de sac avec ça. Bon, le seul souci, c'est que quand les dames vont rentrer dans les boutiques, ça va sonner. Ah, bon, alors il faut que je trouve une solution pour ça. Marina fonctionne au coup de cœur avec les matières, mais elle aime particulièrement travailler le PVC et le lino pour un résultat étonnant. Donc, notamment, j'ai travaillé avec un ami qui a inventé une matière qui s'appelle le plasticana. C'est un mélange de plastique et de chanvre. Et lui, il fabrique des chaussures dans cette matière-là, qui est des chaussures pour l'eau. Et voilà ce que ça donne. Ah ouais, sympa. Petit sac donc ça, à c'est main. du chanvre ? Tout en chanvre. Ça, c'est une corde en chanvre. L'idée, c'était vraiment de travailler sur la matière, là, sur cette fois-ci. Et ça, c'est une matière qui est fabriquée à base de chanvre également. C'est une collection ? C'est une ancienne collection, j'ai plus de matière. Donc c'est dommage, il faudrait relancer une fabrication. Voilà. Loupé. En attendant la création de nouveaux sacs à base de chanvre, Élodie repart bredouille, mais ravie de la visite. Je pense que je vais pas tarder à revenir avec des copines, donc à bientôt. Volontiers. Bon C'était après-midi. un plaisir, merci à vous Merci aussi. en tout cas. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Sur l'île de Ré, Daniel continue sa balade culinaire, au lieu-dit Trouche-Chemise. Franck est ostréiculteur. Et ici, la star, c'est elle, cette belle huître de l'île de Ré, affinée dans ses marais d'eau douce par Franck en personne. Il fait d'ailleurs une proposition alléchante à Daniel. Je vais te faire goûter ça. On va aller sur ma terrasse là-haut de dégustation. Ça va être plus agréable. Ok ? Tu me suis ? Les ostréiculteurs de l'île de Ré produisent en moyenne entre 6 000 et 8 000 tonnes d'huîtres par an. Les deux hommes se dirigent au milieu des marais d'affinage, là où les huîtres restent un certain temps, de façon à modifier leur goût et leur texture. Je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir le contenu de ces huîtres. Et tu vas voir, ça c'est joli, ça c'est ce que je te mets habituellement. Mais ça c'est quelque chose qu'on a travaillé cet hiver là. Ouais.
Et c'est pas mal. Toi, le coin est toujours aussi chouette. Regarde, ça c'est de la 3 classique. C'est-à-dire l'huître de calibre 3. C'est la plus consommée, elle ne dépasse pas 85 grammes. Moi, ce que je fais, c'est pour voir vraiment quand elle est grasse, tu la retournes comme ça. Et là, tu vois. Ben voilà une découverte. Et là, tu vois tout le blanc d'une huître. Ça, c'est joli. C'est un bijou. Je te laisse, Quelle belle texture. je te laisse la manger. Ah oui, là, je vais me faire un plaisir de déguster. Tiens, vas-y, goûte ça. Ensuite, il suffit de laisser parler l'expert. Profondeur en bouche, une noisette, et derrière, une toute petite pointe de sel qui se rajoute derrière. Daniel vient régulièrement acheter ses huîtres chez Franck. Les deux hommes se connaissent bien et Franck se laisse aller à quelques confidences. Je suis passionné par ce qui vit dans l'eau, quoi. Je suis passionné de pêche à la ligne. Et puis, j'ai fait mes études dans l'aquaculture. Puis après, j'ai bossé en Corse, sur des élevages de poissons, dans différents élevages de poissons d'eau douce aussi. Et c'est en bon passionné qu'il est ostréiculteur depuis plus de 4 ans. Daniel, lui, a apprécié cette dégustation à tel point qu'il a envie que cela continue. J'ai une petite surprise pour toi dans un site privilégié, justement autour de la mer. Et là, tu ne peux pas deviner le bonheur que tu vas prendre. Bon, bah écoute. Je t'invite à venir, on y va. Bon, bah je te suis. Tu as 5 minutes, tu vas découvrir quelque chose que tu n'as jamais vu de ta vie. Juste avant de manger, ça va être parfait. Ah, exactement. Bon, allez, je te suis alors. Il emmène Franck à l'ancien phare des baleines, aujourd'hui appelé la Tour des Baleines. C'est ça ton lieu surprise. On a un endroit magique, tu vas voir. Ça, je peux te dire que... il va. Ah, je te suis. La tour date du XVIIe siècle et après avoir grimpé 3 étages, le spectacle est au rendez-vous. Voilà, l'endroit, le vieux phare du Baleine, la vieille tour, ce qu'on appelle, vous l'arrêtez, la vieille tour. C'est un endroit extraordinaire de par l'environnement qui est derrière nous. C'est magnifique. La pêcherie, l'océan, la Vendée juste en face, la Tranche-sur-Mer, station balnéaire. Et puis là, l'océan, naturellement, avec la mer montante, regarde le petit reflet de vagues. Le petit phare des baleineaux là-bas. Voilà, c'est ce qui va nous donner un gros appétit pour pouvoir déguster les huîtres. Et donc, viens voir maintenant. Là, tu me bluffes, là, quand même. Ah, mais c'est mon jardin secret. Le phare est habituellement ouvert au public, mais Daniel l'a exceptionnellement réservé pour l'occasion. Perché en haut du phare, avec des produits du terroir, cette dégustation est 100% île de Ré. Merci beaucoup. À ton endroit. À ma surprise. Elle est chouette. Dit. Pourtant, chez toi, c'est sympa. Mais là... Ah ouais, là, c'est magnifique. C'est la première fois que je viens ici. Et Daniel a raison, la vue est splendide. Il ne reste plus qu'à se mettre à table. Alors, voyons voir ces belles huîtres. Je pense que ça va bien aller. Ça va même très bien. Ouais, j'imagine. Vous êtes derrière, c'est un bonheur. Un bonheur. C'est joli, ça, hein? Ah oui, c'est très beau. Franck et Daniel apprécient ce moment de détente. Pendant ce temps-là, au milieu des marais, Florian, lui, s'active. Dès qu'il a 5 minutes, il adore faire un tour en barque sur les canaux du marais. Ça tombe bien car c'est ce qu'il attend à présent avec Fabrice. Bonjour. Ça va comme tu veux? Ben bien, tu vois, je suis parti faire une petite pêche à l'anguille. L'emblème du marais, qui a fait sa renommée avec une technique très traditionnelle. Je me prépare, là, tu vois, je me suis pris une petite canne en bambou, je me suis mis un petit plomb de 40 grammes, et puis ben là, je vais me faire une petite pelote de vers de terre. Et oui, c'est ce qui rend cette pêche si authentique, des vers de terre dans des bas. Une technique spécialement conçue pour attraper ce type de poisson. L'anguille, il y a des petites dents râpeuses, et qui va se permettre de pouvoir s'accrocher, en fin de compte, sur ce bas. Et ça, c'est la pêche à la vermée. Et on appelle ça la pêche à la vermée. Et je crois que tu dis pas vermée, toi. Non, j'ai dit vermée, comme à l'ancienne. Vermée? De la vermée. D'accord. La pêche à la vernée, donc, peut commencer. C'est parti. Et pour avoir plus de chance, il faut partir à la tombée de la nuit. C'est à ce moment que l'anguille est la plus active. Ce poisson était en voie de disparition à cause d'une surpêche et de la diminution progressive des canaux. Fabrice, originaire du coin, a toujours pratiqué la pêche à la vernée. Ça fait à peu près depuis l'âge de 8 ans exactement. Là, j'allais avec mon grand-père et puis de temps en temps aussi avec ma grand-mère, qui est une pêche un petit peu familiale, qui permettait aux grands-parents d'aller emmener ses petits-enfants à la pêche à la tombée de la nuit et qui permettait comme ça d'avoir des anguilles pour les manger le lendemain matin. Et avant de les manger, encore faut-il réussir à les pêcher. Justement, Fabrice semble avoir trouvé le coin idéal. Alors c'est ici ton coin? C'est un de mes petits coins où je viens pêcher. Très souvent, on pêche toujours au moins quelques petites anguilles. Donc on va essayer, on va voir si ça marche. Ensuite, il n'y a plus qu'à attendre. Cette fois, Florian est là pour l'aider à faire passer le temps. Et une grosse prise, c'est quoi?
Les grosses prises, c'est gros comme un pouce normalement. Voire, ça peut être un peu plus gros, voire 2 pouces. Alors ça m'est arrivé où j'enlevais 2 en même temps, voire même 3. 3 accrochés sur la vermée. Sur la même vermée. Génial. Alors ça, c'est dans des soirs où c'est très orageux, où il y a même de l'orage, et que là, ça les rend un peu, ça les excite, et qui, en fin de compte, ça leur donne envie de manger, et c'est pour ça qu'elles viennent plus vite sur les vers, et qui nous permet comme ça de pouvoir pêcher un peu plus d'anguilles. Dans le marais, Florian est à son aise et c'est avec plaisir qu'il se munit de la canne à pêche. Prends la canne, t'essayes et tu vas voir. Tu la mets près du bord, là-bas, comme ça on sait jamais. Là-bas, je le sens bien. Mais avec la tombée de la nuit, l'exercice est un peu périlleux. J'ai du mal à voir le fil. T'as pas besoin de voir le fil, faut que tu sentes juste ton D'accord, plan. ok, là il est posé au fond. Et il faut que tu tendes ton fil. Et dès que ton fil est tendu, t'attends la secousse. Ça, c'est dans le cas où la pêche est fructueuse. Mais ce soir, malheureusement, ce n'est pas le cas. Florian et Fabrice font chou blanc. T'es là jusqu'à minuit, toi? Oh bah je vais rester une bonne partie de la nuit, là, jusqu'à minuit, histoire de pêcher quelques anguilles quand même. Même si on n'en a pas pris, hein, je m'excuse. Hein. C'est la loi de la pêche, hein, c'est comme ça que ça se passe. Bon bah merci en tout cas pour le petit cours de vermée. Puis, et bon courage. À une prochaine, hein, avec plaisir. Salut. Allez, au revoir. Si Florian connaît le marais Poitevin par cœur, il a encore quelques coins à découvrir, comme ici à Saint-Hilaire-la-Palue, un lieu connu pour son habitat insolite. Bonjour Joseph. Bonjour. Et oui, Joseph a décidé de vivre dans une yourte. Ici, rien à voir avec les plaines de Mongolie, d'où proviennent les yourtes. C'est bien au marais Poitevin qu'il a décidé de construire son habitation. Car le marais est un parc naturel protégé. Ce type d'habitation s'y prête parfaitement. L'idée, c'était d'avoir mon chez-moi et de le construire moi-même. Et aussi d'avoir un mode de vie un peu plus sobre, entre guillemets un peu plus écolo, quoi. Attention, ici on respecte la nature, car cette habitation est 100% écolo. Joseph en a d'ailleurs fait son métier, il est fabricant de yourtes. Il produit aussi sa propre énergie à l'aide de panneaux solaires et d'éoliennes. Florian en serait presque envieux. Moi, je paye mon chauffage, mon électricité, mon loyer et tout ça. Et toi, tu dois faire des économies par rapport à ce mode de vie-là? Déjà, on va essayer de consommer moins, avant déjà d'acheter. D'accord. Donc c'est vrai que moi, j'ai essayé dans mon installation, dans ma maison, d'essayer d'avoir des installations qui me font consommer peu d'électricité, peu d'eau. Et du coup, derrière, par contre, c'est vrai aussi, j'économise en produisant moi-même ces énergies. Vous l'aurez compris, Joseph est un vrai militant de l'environnement. À présent, Florian n'a qu'une hâte, voir à quoi ça ressemble. Dis donc, c'est immense, c'est un palace, quoi. Un palace, pas tant que ça. Ici, ça fait... en tout, je dois avoir, 60 mètres carrés pour vivre. Un palace de 60 mètres carrés, décidément, Florian est assez enthousiaste. Mais il faut dire que ce lieu, qui fait office de salon et cuisine, est assez agréable. Rien à voir avec une tente. Les conditions sont assez rudes. Donc en fait, la yourte, ce qui va spécifier d'une yourte par rapport à une toile de tente, c'est qu'elle est isolée. Donc c'est ça qui en fait son confort et qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent vivre en yourte parce que c'est un habitat qui reste confortable même l'hiver. L'isolation se fait avec du chanvre et de la laine de mouton. À côté, c'est la yourte des chambres, où la petite fille de Joseph, Suzon, vient justement de finir sa sieste. Joseph est un vrai papa poule. Nous continuons donc la visite à 3, car ce n'est pas encore terminé. Là, tu vois, il y a un petit évier, une baignoire, et là, j'ai mon cumulus d'eau chaude. Direction l'entreprise des yourtes. Joseph a participé à sa création. Aujourd'hui, il en est le co-gérant. Le but est de transmettre son savoir-faire en aidant des personnes intéressées à fabriquer leur propre yourte. Sur une yourte, il y a à peu près 200 heures de boulot. Ça va te prendre un mois et quelques semaines. D'accord. Donc en fait, nous, on accueille des gens qui viennent ici, qui embauchent avec nous tous les matins. Et on leur apprend à faire leur couronne, leur perche, leur treillis. Les treillis, ce sont des bouts de bois croisés qui servent de socle pour construire la yourte. Et ils sont fabriqués avec du frêne issu du marais. Il faut compter en moyenne entre 5 000 et 15 000 euros en fonction de la taille. Écoute Joseph, je te remercie pour toutes ces informations. De rien. Je te revois bientôt, je viens construire ma yourte, tu me montres comment on fait? Tout à fait. Super. Tu seras le bienvenu. Merci. Chaque année, une trentaine de yourtes sont fabriquées dans cette usine. Sur l'île de Ré, Daniel nous attend, comme promis, dans son restaurant pour cuisiner du bar en croûte de sel, une spécialité locale. Les cuisines du Chabotais sont réputées pour ses recettes de poisson. Daniel en a hérité de ses grands-parents.
Bonjour Frédéric. Ça va? Anne-Frédéric, une amie de Daniel, souhaite bénéficier elle aussi des cours de cuisine pour connaître toutes les astuces de la recette. Viens voir, je vais te faire voir tout ce que j'ai préparé. Et justement, on va faire cette belle recette, donc le fameux bar en croûte de sel, avec la salicorne ramassée sur les marais, le fenouil sauvage, la fleur de thym, parce que c'est juste la saison, ce qui va parfumer la croûte de sel. Daniel propose une cuisine gastronomique, mais ce qui lui tient à cœur, c'est de valoriser les produits du terroir. Et pour cette recette, les ingrédients sont 100% locaux. Alors je mélange ça, le sel, le gros sel et la farine. Ça y est, la recette vient de commencer. Daniel mélange tous les ingrédients pour préparer la fameuse croûte de sel. J'ajoute mes petites louches de blanc d'œuf qui vont faire le liant. Pour l'instant, Anne-Frédéric observe chaque étape. Ah oui, ça a l'air simple. Mais après, on va voir que pour la mise en croûte du poisson, c'est un petit peu plus délicat. Hein. Et donc, c'est là où on va passer à une phase technique qui est très intéressante. Et une fois la croûte prête, Anne-Frédéric met la main à la pâte. Ah, ça se mérite la croûte de sel. Hein. Allez, vas-y. Là, dans l'autre sens maintenant, comme ça. Voilà, vas-y. Encore un peu, encore un peu. C'est technique. Ah, pour Daniel, difficile de la laisser faire. Prends l'axe au... Regarde, je vais te faire voir. Tu vas voir. Prends l'axe au milieu comme ça, et t'étales bien. Regarde. Le mouvement. Et ça s'en va. Hop, et ça s'en va, et ça revient. Et il n'y a plus qu'à habiller le poisson. Regarde bien. Regarde bien. On prend le papier, et hop, hop, c'est fini. Il est prisonnier. On va bien resserrer tout ça. Voilà, tu vois. Voilà. Et tu vas voir que c'est génial. Dans sa cuisine, Daniel est très perfectionniste. Il s'accorde quelques minutes pour dessiner l'habillage du poisson. Alors, je vais faire son cou. Voilà. Puis après, je vais faire l'œil. Hein, tu vois? Alors, regarde. Ça y est, le bar est prêt. Direction le four. Pour un poisson de 650 grammes, dont c'est le cas, hein, donc à peu près 18 minutes à un thermostat 7, c'est-à-dire 200 degrés. Voilà. Nickel. 18 minutes plus tard, le moment tant attendu est enfin arrivé. Je crois que ça va être un grand moment. Je le sens bien. Voilà, Frédéric. Waouh! Regarde un peu. Oh là là! Et lors de la dégustation, Daniel aime tout simplement laisser parler ses papilles. Le filet de bar dans son intégralité. Voilà. Je vais goûter ça. Et moi, je vais prendre en même temps. Avec les petites pommes de terre de l'île de Ré, je pense que c'est vraiment un plat d'excellence parmi les spécialités locales de notre pays. Que ce soit pour ses fruits de mer, son poisson ou son sel, la région est connue dans le monde entier pour sa gastronomie. À quelques kilomètres de La Rochelle, c'est au château de la Peraudière que nous retrouvons Patrick. Notre marin bon vivant tient absolument à nous faire découvrir ce breuvage unique au monde, le cognac. On va aller voir leur récolte de l'année. Patrick retrouve Édouard, l'héritier du domaine. Il est justement en train de vérifier l'évolution de son jeune cognac qui vieillit tout juste depuis 4 mois. Alors c'est une eau de vie sortie d'alambic à la base, hein, qui était à à peu près 70 degrés, maximum 72. Et comme elle est logée dans ce fût neuf depuis 3-4 mois maintenant, depuis 4 mois, tu vois déjà elle a commencé à prendre de la teinte. On parle même de belles robes orangées. Le fût a une fonction essentielle dans le vieillissement du cognac. Ça c'est du chêne. C'est du chêne français, exactement. C'est du chêne français. C'est obligatoire pour l'appellation. Et nous, on utilise essentiellement du grain fin. C'est ce qui fait la spécificité de la maison, d'utiliser du grain fin pour en fait donner des échanges, un contact tout particulier avec le cognac qui va libérer des arômes particuliers. Caramel, vanille ou clou de girofle, Patrick veut en avoir le cœur net à travers une petite dégustation qui risque bien de le surprendre. C'est une expérience que je renouvellerai peut-être pas dans ma vie, ça. Juste trempé, hein, pas... Ça, j'étais à la grippe. Nickel. Et oui, à 70 degrés, ce breuvage ne passe pas inaperçu, car c'est encore du vin de raisin. Pour devenir du cognac, il faudra qu'il vieillisse au minimum 2 ans et demi en fût. Édouard, lui, a l'habitude de ces dégustations, et c'est en bon professionnel qu'il s'exécute.
Voilà. Et là, en prenant une bonne bouffée, tu as tous les arômes qui te viennent sans avoir le feu qui descend, quoi. Et cet élixir séduit les amateurs du monde entier depuis le XVIIe siècle. Aujourd'hui, le cognac s'exporte dans plus de 150 pays, symbole du savoir-faire français. Et Patrick ne nous a pas amenés ici par hasard. La famille Normandin, c'est une valeur sûre, car elle en produit depuis le XIXe siècle. Moi, je représente la 4e génération, et Édouard la 5e. On pourrait me dire 6e et Édouard la 7e, puisque pendant la guerre de 14, les hommes étant mobilisés, c'est ma grand-mère qui gérait l'entreprise. Patrick est heureux de découvrir l'histoire de la famille. Le cognac a toujours joué un rôle important dans l'économie de la Charente. Le Marais Poitevin, lui, avait d'autres atouts. Et pour en parler, Florian a rendez-vous avec Gaël. Bonjour Florian, bienvenue à la briqueterie. Et oui, nous sommes à la briqueterie de la Grève-sur-Mignon. Ici, on fabriquait entre 4 et 15 000 briques par an. La mairie a décidé de racheter le site qui était fermé depuis une quarantaine d'années pour le transformer en musée. Et c'est Gaël qui est chargé de la réhabilitation. Cette ancienne briqueterie de la Grève-sur-Mignon a connu plusieurs travaux de sauvegarde. Et actuellement, ici, on organise l'espace de formation. Ici, l'espace muséographique dans l'ancien four Hoffmann, qui est le seul four Hoffmann de la région Poitou-Charentes. Donc c'est vraiment un monument historique. Et l'ancienne usine de fabrication. Donc si vous voulez, je vous y amène. Allons-y. Direction l'usine de fabrication où une personnalité de la briqueterie nous attend. Bonjour Monsieur Michaud. Bonjour monsieur. Je vous présente Florian. Oui, enchanté. André Michaud, c'est la mémoire vivante du site. Il y a travaillé dans les années 50. Et c'est toujours avec plaisir qu'il se remémore le bon vieux temps. On a gardé de bons souvenirs dans le fond, parce qu'il y avait à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était de bons souvenirs. Il y a eu une bonne entente dans le travail. Tout le monde travaillait, tout le monde s'entendait, ça allait, on partit bien, quoi. Pour Gaël, André est une aide précieuse. Ses souvenirs lui permettent de reconstituer le site à l'identique. C'est vrai qu'André en connaît les moindres recoins. Alors là, je vais vous montrer, il y avait les machines qui étaient là. Il y avait une machine qui était ici, il y en avait une de l'autre côté, c'était les machines à fabriquer les briques. Les briques étaient fabriquées à base de brie, une terre argileuse présente dans les marais. Et elles étaient acheminées par barque ici, au bord de l'usine. Alors on les attachait là, au pied du pilier, puis le crapin arrivait, qui les prenait, puis ils l'emportait. Et on chargeait, on était deux à choc bout du bateau. Ce projet de réhabilitation fait revivre l'usine. C'est d'ailleurs ce qui plaît à Gaël, réussir à garder une trace du passé en le transformant en musée. Et ce qui rend le site unique, c'est son four. Florian et Gaël y retrouvent le maire de la commune pour une visite privée. Gaël, êtes-vous allé à l'intérieur du four Hoffmann? Non, pas encore. Bien, alors je vous y invite. Allons-y. Allons-y. Je vous en prie. Je vous suis. C'est un four Hoffmann du nom de son inventeur Friedrich Hoffmann, un architecte allemand qui a inventé ce four à charbon en 1858. C'est là que l'on faisait cuire les tuiles et les briques fabriquées sur place, jusqu'à 11 fournées par an. C'est magnifique. Voilà une galerie de briques réfractaires, 35 mètres de long, avec une porte toutes les 5 mètres. Ces portes permettaient d'introduire le charbon car la particularité du four Hoffmann, c'est la gestion du feu qui avançait progressivement vers la brique. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus mais Roland est très fier de le faire visiter à Florian. Donc c'est un four Hoffmann en très bon état de conservation. Pourrait-il repartir? Oui, certainement avec quelques aménagements. Mais c'est une pièce unique dans la région Poitou-Charentes. On en est très fiers et on serait très content de le montrer à nos visiteurs. La visite est terminée, Gaël, Florian et Roland prennent le chemin de la sortie. Au plaisir de vous revoir sur le site. Merci. Dès que vous le souhaitez. À bientôt Gaël. À très bientôt. Au revoir monsieur. L'usine se visite toute l'année durant le week-end et elle est ouverte 7 jours sur 7 en période estivale. En plus du musée, le site propose des formations dans l'éco-habitat avec des matériaux issus du marais, bien sûr. À La Rochelle, Élodie voulait nous faire visiter un habitat historique sous la rue des Dames, un bunker construit par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est Luc, le propriétaire des lieux, qui lui ouvre la porte. Allez-y. Ils descendent dans ce bunker que Luc est en train de transformer en musée. Propriétaire de bunker, une idée qui étonne Élodie. Comment est-ce qu'on devient propriétaire d'un bunker? D'où vous vient cette passion? En fait, depuis tout petit, on était passionné d'histoire avec mon frère, qui s'appelle Marc. D'accord. Et
ça restait un rêve d'enfant. On ne pensait pas en faire un métier. Donc nos parents nous ont obligés à faire des études sérieuses, comme on dit. Donc, moi, je suis ingénieur en informatique et mon frère a fait une école de commerce à Bordeaux. Et ici, on est dessus depuis très longtemps, très longtemps. C'est une vieille histoire avec M. Labour. D'accord. Parce qu'on l'a connu en 84. Ah oui, effectivement. Moi, j'avais 14 ans à l'époque. Et donc, M. Labour a préservé le site. Il a évité qu'il soit dénaturé. Parce qu'il devait être divisé en caves en 82, au moment où il l'a acheté, en fait. Et on trouvait intéressant qu'il soit ouvert au public de manière permanente, de nouveau, comme ça avait été le cas par le passé. Monsieur Labour n'est autre que Jean-Luc, fin connaisseur des tours de la ville. Élodie et Luc continuent la visite dans ce bunker de 280 mètres carrés. Le site a été construit en 1940 par la marine allemande pour servir d'abri en cas de bombardement. À l'intérieur, des mannequins rendent hommage à la mémoire des personnalités incontournables de l'époque. On se trouve dans le bureau du maire Léonce Villejeu de l'époque. Et c'est le célèbre épisode, en fait, le 23 juin 40. Vous voyez, il y a la date sur le bureau. Ah oui, d'accord. En fait, qui est considéré comme le premier acte de résistance du maire et de la ville. En fait, le jour même de l'arrivée des Allemands, un lieutenant se présente avec un drapeau, accompagné d'un caporal traducteur de l'armée française. Et il demande que le drapeau soit hissé sur l'hôtel de ville. Et le maire, qui est lieutenant-colonel de réserve, refuse. Il faudra qu'il revienne plusieurs heures plus tard avec un officier supérieur. Léonce Villejeu sera finalement destitué de ses fonctions. Il sera arrêté par la Gestapo en 1944 après avoir monté un réseau de résistance. Élodie et Luc poursuivent la balade dans ces couloirs étroits et peu éclairés, mais où l'on peut tout de même apercevoir de drôles de dessins. C'est assez étonnant, un poisson qui sort de l'eau avec un parapluie. Effectivement, oui. Nous a permis d'identifier les deux femmes artistes qui ont créé ces peintures à l'époque en 1942. Des femmes artistes. Et donc vous les avez retrouvées Alors elles sont malheureusement décédées. D'accord. En 2010, à l'âge de 90 ans. Mais on a retrouvé leurs voisins, des amis. D'accord. Et on a pu voir toute leur histoire, leur contrat de travail, leurs photos. C'était des femmes artistes civiles de Hambourg qui ont été embauchées en fait, pour décorer les lieux de vie des sous-marines. La Rochelle sera finalement libérée en 1944 et la scène célèbre est reconstituée ici à la fin du parcours. La rencontre du capitaine Hubert Meyer et Ernst Schildrix. Le 9 mai au matin, en fait, à la Palisse, l'amiral Scherlitz, qui était l'amiral allemand, en fait, va donner son arme en signe de reddition au capitaine de frégate Hubert Meyer. Et on a refait vraiment la même scène ici. On a essayé même de travailler les visages. Vous voyez, ce sont des mannequins très, très fins. Il y a même les mains, etc. Effectivement, c'est pas du mannequin de magasin ou de récupération, c'est vraiment du mannequin qui a été fait sur des moulages en résine sur des gens existants. En fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci de votre visite. À bientôt alors. À quelques pas de là, c'est l'océan Atlantique qui triomphe, que ce soit dans l'histoire ou la gastronomie, il est partout. Impossible alors de se quitter sans une balade en mer. Et c'est évidemment Patrick, toujours prêt à partir vers le grand large, qui nous accompagne avec son ami Bruno. L'heure est au plaisir et à la détente. Patrick comme Bruno sont des passionnés de navigation. À La Rochelle, on parle même d'un virus qui s'attrape dès le plus jeune âge. L'équipage détache le bateau Josua et hisse la grand-voile. Et Patrick ne nous a pas amenés à bord de n'importe quel voilier. Ce bateau est vraiment mythique et il a fait rêver des milliers de navigateurs. Bruno est le président des Amis du musée maritime et il connaît l'histoire de Josua sur le bout des doigts. C'est le bateau de Bernard Moitessier, le premier, le numéro 1, qui a fait le tour du monde en 68-69, une fois et demie le tour du monde. En solitaire En solitaire, sans escale. C'était le Golden Globe, le premier. Et il n'a pas voulu revenir, il n'a pas voulu passer la ligne d'arrivée. Et du côté des côtes du Brésil, après avoir passé déjà les 3 caps, il s'est dit, allez, je rentre pas, je me casse, je suis trop bien sur mon bateau, et je continue. Et il est reparti, il est arrivé à Tahiti, de l'autre côté. Tout ça donc sans escale et sans assistance, une vraie folie. C'était à l'époque le plus long trajet jamais réalisé avec un voilier. Mais Josua a failli connaître une fin tragique au Mexique. Victime d'un cyclone, il est brisé par les vagues. Bernard Moitessier l'abandonne, mais Patrick, qui a vent de l'histoire, décide de racheter Josua et de le restaurer. Depuis, autant dire qu'il en est complètement gaga. On sait que les bateaux ont tous des caractères différents. Je crois que la caractéristique de Josua, c'est que c'est un bateau qui est très gentil. Oui. Moitessier l'appelait son vieux copain. C'est vrai que c'est un vieux copain, quoi, Josua. Qui
te fait jamais de crasse, qui est vraiment un Il bateau. pardonne beaucoup de choses. Voilà. Et souvent on lui dit, quand on a un peu de mal, on lui dit allez Jojo, fais pas la tête, aide-nous un peu. Et pour Patrick, c'est toujours un plaisir de prendre les commandes de ce voilier. Le reste du temps, c'est Bruno qui a ce privilège puisqu'il propose des balades en mer au public du mois de mai au mois d'octobre. Pays de Nice, pays Rochelais, Marais Poitevin, idéal pour se jeter à l'eau, que ce soit pour une balade en mer ou à l'occasion d'une pêche à l'anguille. Marins, pêcheurs, cuisiniers ou guides professionnels, tous ont à cœur de faire découvrir leur culture et leurs traditions. Une région qui promet de belles découvertes.